Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Hugo Ferrari, un ultra-trailer que je connais bien et qui fait régulièrement top 20 à l'UTMB en gagnant près d'1 heure chaque année. Comme on se connaît bien, l'épisode est un peu familier, mais j'espère malgré tout que vous passerez un bon moment. Alors, comment s'entraîne-t-on en ultra-trail et que fait-on à côté pour mieux performer? Bonne écoute. Salut Hugo, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, je suis, j'allais dire en pleine forme, un peu comme, à chaque fois qu'on demande comment ça va, on est en pleine forme. T'es rincé? Mais je suis fatigué en fait aujourd'hui. Comment c'est que t'es fatigué? C'est mon jour de repos parce que j'ai fait une semaine de sport qui était assez conséquente. J'ai passé un premier bloc de travail, je pense que tu vas m'interroger là-dessus tout à l'heure, avec une semaine avec un assez fort volume en vue des premiers objectifs qui auront lieu dans un peu plus de 4 semaines. C'est quoi comme objectif? Eh bien, cette année, étant ultra trailer, je vais faire un premier 100 miles mi-avril. Un 100 miles? Ouais. Où ça? Au nord de la Croatie. Donc, c'est la région d'Istria. D'où le nom 100 miles of Istria. Ils se sont pas trop cassés la tête. Et du coup, là, on est à un peu plus d'une dizaine de semaines et on a fait le premier vrai bloc. Donc là, je vais récupérer un petit peu. Et dans 2-3 semaines, on va faire un deuxième bloc. Donc c'est 100 miles qui monte et qui descend. Ah ouais, il y a 6600 mètres de dénivelé. En plus, c'est assez atypique comme profil parce qu'au début de la course, quasiment tout le dénivelé est concentré dans les 100 premiers kilomètres. Et après, dans les 60 derniers, on te demande de courir un peu plus vite sur du plat. Donc, c'est très, très particulier. Et pourquoi t'as choisi cet objectif alors? C'est une très bonne question parce que moi, je suis connu dans le milieu du trail pour faire l'UTMB chaque année. Et chaque année, je gagne 1 heure. Tu vois, je m'améliore chaque année. Comme le bon vin, je me bonifie avec le temps. Et cet objectif de 100 miles of Istria, il intervenait 4 mois et demi avant l'UTMB, ce qui me laisse tout à fait le temps de récupérer et de me repréparer pour donc un deuxième 100 miles, mais qui cette fois sera un peu plus montagneux. L'UTMB, c'est 10 000 mètres de dénivelé. Ça fait combien de temps que tu fais l'UTMB? C'était 2018, mon premier. Donc tu l'as fait 4 fois, 2018, 2019, Ouais. 2020 il y a eu ou pas? Non, Oui. t'as bien compté, ouais. 2018, 2019, 2021, 2022, ça fait 4. Et donc chaque année, tu gagnes 1 heure. Je gagne 1 heure chaque année. Là, je me suis arrêté à 23h34. Ok. Mais moi, je connais pas grand-chose en trail, mais à chaque fois, je vois que t'es dans le top 20. Et je suis sorti un peu du top 20. Ah, voilà. L'an passé, en 24h30, j'étais 18e. Et cette année, j'améliore d'1 heure. Et va savoir pourquoi. Beaucoup de favoris ont également fait une très très belle prestation. Et cette année, j'ai été 26e, malgré une amélioration de mon temps de 1 heure. Donc, Comment tu le prends ça? Est-ce qu'il compte, c'est ce que t'as fait ou la comparaison avec les autres? non, ouais, moi, je regarde vraiment mon temps à moi. Parce que les autres, en fait, tu peux pas influer sur eux, à moins de leur faire un croche-patte. Si eux, ils réussissent, tant mieux pour eux, mais toi, tu n'as aucune influence sur. C'est ça qui est beau dans ce sport. C'est, par exemple, la différence du cyclisme où on doit suivre le peloton. Parce que si t'es plus dans le peloton, t'es plus aspiré. Donc, tu perds tout. Là, en trail, celui qui veut partir doucement et accélérer à la fin, il peut le faire. Celui qui veut partir vite et ralentir après, il peut le faire aussi. Et peut-être que ces deux personnes, avec une stratégie complètement différente, franchiront la ligne d'arrivée en même temps. Comment t'as découvert le trail? Est-ce que t'es coureur à pied à la base? Non, je pense pas. Mon premier vrai sport en compétition, c'était le karaté d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Quelle ceinture? Jusqu'à mes 15 ans, j'ai eu la marron. Ah, tu t'es arrêté. Ah, j'ai eu l'intermarron. Non, j'ai pas eu la marron. Et donc tu t'es arrêté avant la noire alors? Ouais, parce que les entraînements en gymnase à force de répétition, c'était un peu pénible. Peut-être comme toi avec la musculation, au bout d'un moment, t'as eu envie de faire du kayak. Là, c'était un peu pareil. Après, j'ai fait VTT, cyclisme sur route, et puis mes parents faisaient toujours du trail depuis très longtemps. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, je vais faire ça aussi. Et donc avant ça, tu courais pas vraiment? Non, très peu. Je faisais le cross du collège, du lycée. Et donc la course à pied se résumait. Tu distinguais dans les crosses de collège tout ça ou pas? Par ma bêtise, oui, parce que je partais devant. Et je finissais comme je pouvais. Par contre, j'étais tout le temps capable de partir devant. Non, mais ça allait très très vite des fois quand même. Et je finissais un peu plus loin. Donc t'avais pas on va dire, de talent inné pour le trail de base? Non. Sauf le plaisir d'être dehors, qui est quand même une grosse dominante pour faire ce sport.
Peut-être le seul talent que je vois, c'est que je suis quelqu'un de très très polyvalent. Et finalement, en trail, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais l'aspect physique, évidemment, c'est important, mais il n'y a pas que ça. On peut complètement perdre sa course pour d'autres facteurs. En cyclisme sur route, tu t'es distingué ou pas du tout Bah, vu que physiquement, j'étais assez doué et je m'entraîne plutôt bien. C'est quoi ton gabarit pour ceux qui te connaissent pas? Ah oui, c'est vrai que je fais 1m69 pour 60 kilos et demi, parce que là, j'ai fait beaucoup de musculation, donc j'ai grossi un peu. Ah ouais, t'es quand même lourd pour ta taille. Tu vois que j'ai fait beaucoup de musculation et j'ai très grosses cuisses. Ah ouais. Et donc, tu démarres le trail. Est-ce qu'au début, quand tu démarres le trail, t'as un objectif de compétition ou pas du tout? Ah ouais, Ah, tout de suite. dès le début. Ah, tout de suite, ouais. Parce qu'en fait, avant de faire le sport, peut-être via mes parents, puisque dans le salon, il y avait toujours des bouquins, tu sais, les magazines de trail, tout ça. Je les lisais. Donc en fait, je connaissais déjà les meilleurs à travers les magazines. J'avais vu des photos, des interviews. Et du coup, quand j'ai pratiqué directement, je me suis dit, il faut que je fasse l'UTMB. Parce qu'il y avait un ami de mes parents qui participait chaque année et on pouvait le suivre. C'est très, très amusant. On peut le suivre sur Internet, sur la plateforme de chronométrage. Tu sais, toutes les 2 heures, tu passes un point de chrono et donc toi, tu es face à l'écran. D'un coup, le classement se rafraîchit. Tu vois qu'il a gagné des places. Alors après, tu vas te coucher. Le matin, tu te reconnectes. Tu vois que, alors peut-être malheureusement, il a abandonné. Peut-être il s'est rapproché des premiers. Donc il y avait tout cet aspect surprise qui m'avait beaucoup intéressé. Je suis très curieux. Et donc je me suis dit, bah ouais, je vais commencer à courir. Je vais faire l'Ultra Tour du Beaufortin parce que c'est chez mes grands-parents, c'est joli. Et l'UTMB, il faut faire l'UTMB. Et ça, t'as participé à ces compétitions au bout de combien de temps? Alors l'Ultra Tour du Beaufortin, j'ai fait tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire combien de temps après? 6 mois après? Ouais, 6 mois après avoir commencé à courir. Donc là, je déconseille totalement parce que je me suis vraiment fait mal un peu partout. Déjà, en fait, je m'étais même blessé. J'avais même réussi à me blesser avant la course, ce qui est quand même très fort. Et je suis arrivé à la course avec des tendons d'Achille très très raides. J'avais une inflammation du tendon rotulien, je pense aussi. Donc mon kiné de l'époque m'a mis des tapes un peu partout pour que je résiste. Et pendant la course, vu que j'étais un très jeune coureur, j'avais la plante des pieds qui était j'avais une peau très 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 lisse, une peau de bébé un peu, on peut dire. Et du coup, j'avais des ampoules énormes. Enfin, c'était très très dur. J'avais aucune idée du rythme de ces courses longues. Il y avait 105 km. Ah ouais, donc c'est déjà une grosse. Donc je suis parti trop vite. Donc en plus de ça, j'ai fumé mon stock de glycogène dès le début. Donc il y a rien qui allait. Mais contre toute attente, j'ai trouvé ça fabuleux. Et quand j'ai vu le nombre d'erreurs incalculables que j'avais fait, je me suis dit ce sport est génial. Il faut absolument que je recommence, mais pas tout de suite parce que j'ai très très mal partout. Et je suis revenu à l'ultra 2 ans après, quand même. Ah, t'as mis 2 ans après? Oui, je me suis calmé. Ouais, parce que moi, je t'ai connu, entre guillemets, de réputation parce que t'étais un type qui en faisait trop. Ah oui, ça devait être en 2017, alors. Ok, moi, ta réputation, c'était... Ah, j'en fais beaucoup, là. Hugo Ferrari, c'est un type qui en fait beaucoup trop à l'entraînement, il va se cramer. Ah, qui avait dit ça? Dénonce-le. Je n'avais pas de source à l'antenne. Dénonce-le. Que j'aille lui dire. Oui, c'est vrai qu'après, en fait, en 2016, j'étais encore raisonnable parce que j'avais un travail d'ingénieur. Et en 2017, suite à une fin de CDD un peu ubuesque, je me suis retrouvé sur le marché du travail sans l'avoir anticipé. Et à ce moment-là, j'ai créé mon auto-entreprise pour être speaker. Et donc, j'ai eu beaucoup de temps libre, enfin, de temps chez moi, était pas forcément libre. Et du coup, là, j'ai fait beaucoup de sport en 2017. C'est quoi beaucoup de sport? La moyenne sur l'année, c'était 21 heures par semaine. Ok. Donc, et quand je dis beaucoup de sport, c'était surtout de la course à pied, du trail? Moitié avec le vélo, j'ai toujours fait 50-50. Ah, t'es plutôt partisan de l'entraînement croisé? Au bout d'un moment, la course à pied, ça tape. Donc, quand t'as atteint un certain volume horaire, alors peut-être pour certains, ça va être 5 heures de course à pied, d'autres 10, d'autres 15, tu sens que tu peux plus trop en rajouter. Tu te dis, bon là, par contre, tu sens que tu peux faire du vélo. Et donc, pour augmenter ton volume horaire, tu vas faire du vélo. Ou peut-être nager, pour ceux qui savent nager. Tu préfères pas nager? Je sais pas nager. De n'importe vrai? Je peux faire la brasse. Tu peux déjà faire la brasse, c'est d'abord. Ou tu crawles avec des palmes. C'est le principal. Oui. On pourrait dire pour reposer le bas du corps, tu pourrais faire un peu le haut. Tout à fait, mais non. j'arrive pas à aller à la piscine pour l'instant. Je suis pas prêt de te mettre dans un kayak, quoi. Ouais, non, en plus, là, si tu parles d'équilibre, on est foutu. Est-ce qu'au début, c'est toi qui faisais tes propres entraînements? En 2014, oui, je découvre la discipline.
Donc tu partais courir comme ça? Oui. Alors, même au début, je faisais 10 km sur la route. Après, je me suis dit, bon, faut que j'aille un peu dans les chemins. Après, je me suis perdu. J'ai fait 25 km dans les chemins. Je suis revenu dans un état pitoyable. Là, je me suis dit, il faut peut-être que je m'entraîne plus. Et puis après, à la fin de l'année, j'étais tout blessé partout. Mais j'avais quand même fait 2-3 bons résultats. Donc après, j'ai accédé à un team, une équipe. Et là, il y avait un gars qui était entraîneur et qui était aussi kiné. Donc c'était intéressant. Il avait un peu une double vision. Et en 2015, il m'a entraîné. Après, c'était une méthode d'entraînement qui me plaisait pas parce qu'il s'appuyait beaucoup sur la fréquence cardiaque. J'avais beaucoup de mal avec ça. Malgré tout, j'ai très très bien progressé, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Merci Mathieu Bonan. Voilà, j'allais dire comment il s'appelle. Tout à fait, Mathieu Bonan, qui doit habiter, je sais pas si c'est encore le cas, mais vers Carpentras à l'époque, qui m'a amené à un très très bon niveau sur des courses de 60 bornes. Mais même si j'en avais gagné une avec un très très bon chrono en fin d'année, c'était pas ça. Moi, je faisais pas du trail pour faire des 60 bornes. Donc après, on s'est séparés parce que je voulais vraiment faire de l'ultra. Et lui avait aussi la justesse de reconnaître que voilà, les ultra trailers, il connaissait un peu moins. Et après, je suis passé à l'ultra trail en 2016 avec là encore un entraîneur, Patrick Bringer, qui me suit toujours aujourd'hui. Ultra trail, c'est à partir de combien de kilomètres? C'est une bonne question. Là, tu me dis 60, c'est pas un ultra trail. Moi, qui suis pas coureur du dimanche, entre guillemets, 60 km, je me dis, putain, mais c'est hyper long. Souvent, les gens me disent entre 80 et 100. Et vu qu'on est sur un podcast qui prône la dissidence, je vais dire, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que ça dépend. Parce que, par exemple, pour que je fasse un 80 km, s'il est pas très très dur, je vais mettre 8 heures, voire même peut-être un peu moins. S'il est vraiment très facile au niveau des chemins. S'il est très dur avec beaucoup de dénivelé, beaucoup de cailloux, je vais mettre peut-être 12 heures. Je pense à la traversée nord de l'Échappée Belle. Et par contre, le dernier de la course va facilement mettre le double. Donc lui, s'il met 24 heures, lui, il va parler d'ultra trail pour son 80 km. Moi, j'aurais mis 12 heures. Si je suis parti à 9 heures du matin, je serais revenu à 21 heures. Non, oui, si. Pour moi, c'est pas trop un ultra. Il faut passer une nuit dehors pour faire un ultra trail. Voilà. Là, pour moi, le mot ultra, c'est quand t'as passé la nuit complète dehors. C'est-à-dire, t'as couru un petit peu la soirée, tu vois. La nuit est tombée. T'as passé minuit, 2 heures du matin, 4 heures du matin. Il y a eu le lever du soleil. T'as continué à courir un peu pour franchir la ligne d'arrivée. Ça, c'est un ultra. Ça. Ok, ouais, tant que t'as pas passé la nuit dehors, c'est pas un ultra. C'est long, mais c'est pas un ultra. Parce que c'est spécial la nuit aussi. Je me doute, t'as une lampe frontale, tu fais des micro-siestes quand c'est comme ça? Non, pas pour 24 heures. Je pense que même dans le peloton, pour discuter, parce que maintenant j'ai de plus en plus d'amis qui constituent le milieu et la fin du peloton. Je ne discute plus que avec ceux qui sont devant. Et en général, quand les gens mettent moins de 40 heures, ils ne dorment pas. Et au-dessus de 40 heures, ouais, ils font vraiment des petites siestes, pas beaucoup. Et le sommeil, une vraie stratégie sommeil très poussée, c'est les gens qui font des efforts au-delà de 48 heures. Okay. Là, il leur faut un protocole solide, sinon ça part dans tous les sens. Je vais te poser la question qui m'intéresse le plus, c'est comment on s'entraîne en ultra trail. Moi qui connais pas grand-chose, je me dis voilà, il te faut une bonne base aérobie. Tu veux peut-être la VMA, peut-être qu'on s'en fout, la VO2, peut-être qu'on s'en fout parce que c'est quand même des efforts très très courts. VMA, ce que tu tiens sur 5-10 minutes. C'est bien d'en faire à des moments de l'année. Tu vois, c'est là où tu vois la spécificité de l'ultra trail tout de suite. C'est que la VMA, c'est un outil, c'est-à-dire tu vas développer ta vitesse maximale à plat. Du coup, évidemment, tu vas pas en faire la semaine avant ton ultra trail, ça n'a aucun sens. Mais plusieurs mois avant, tu vas faire un cycle de VMA. Et tu sens que ça va t'aider pour ensuite courir en trail? En fait, ça va tirer tous tes curseurs vers le haut. Donc, ton seuil ventilatoire numéro 2, numéro 1, ils vont être tirés vers le haut parce que ta VMA va être tirée vers le haut. Donc, c'est intéressant, même pour ta vitesse de base en footing, elle va être un peu tirée vers le haut. Quand tu vas... Donc, moi, par exemple, quand je fais de la VMA, je cours à un tout petit peu plus de 20 km/h sur des 400 mètres, des choses comme ça. Et du coup, quand 2 semaines plus tard, je retourne faire mes petits entraînements à une vitesse lente, en fait, je suis un petit peu plus à l'aise. C'est à ça que ça sert. Ok, ouais, tu sens que ça fait comme parce que si tu fais que des efforts lents tout au long de l'année et chaque année pareil, dans le jargon on dit tu te dieselises, tu vois, tu n'es plus capable d'accélérer. Et en fait, au bout d'un moment, ce qu'on voit, donc j'ai sombré un peu là-dedans en 2017, 2018, 2019, parce que je m'entraînais énormément et je faisais pas de qualité. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, je pouvais faire des fractions. Par exemple, je pouvais faire un 4 x 15 minutes, je pouvais le faire à 17 km/h.
Et puis l'année d'après, je pouvais le faire à 16,5. Et puis l'année d'après, je pouvais le faire à 16. Et au bout d'un moment, mon entraîneur, il a dit, mais tu deviens nul, là. Faut qu'on rectifie le tir. Ok, ouais, donc tu te voyais ralentir, en fait. Ouais, ce paramètre-là baissait. Et vu que l'ultra trail est vraiment multifactoriel, tu peux faire baisser tes paramètres physiologiques et faire progresser tes performances. Mais elles progressent moins vite que si tu aurais quand même maintenu tes paramètres physiologiques. Parce qu'en fait, je ne vais jamais développer ma VMA, je vais la maintenir. Ok. Donc tu fais un bloc de VMA, Voilà, sans par chercher vraiment exemple, à la développer. si on veut caricaturer, voilà, tous les hivers, de début décembre à fin février, je vais faire beaucoup de séances de qualité. Donc Cette année, je me suis inscrit au club d'athlétisme à côté de chez moi, comme ça, je bénéficie du groupe, parce que c'est pas très motivant. Mais quand tu dis effort de qualité, qu'est-ce que c'est? Là, typiquement, la semaine dernière, j'ai fait un 12 x 400 mètres. Ok. Voilà. Oui, j'ai vu Il y a 2 semaines, j'ai fait un cross. Ah, t'as fait un cross? Ah ouais, je me suis régalé en plus. J'ai pris énormément de plaisir. Ok, donc pour toi, la qualité, c'est plus des efforts courts par rapport à ce que tu fais habituellement. Oui. Et encore une fois, là, je le fais parce que je suis à 2 mois et demi de mon objectif longue distance. Ok. Et là, à 2 mois et demi, je commence à réduire cette part. Tu vois, je vais aller au club plus qu'une fois par semaine comparé à 3 fois avant. Progressivement, on va tendre vers le spécifique de la course. Je vais te lancer sur un sujet important, je pense. Quels sont les facteurs pour performer en trail? Eh ben, il y en a beaucoup. Parce que là, tu me dis, c'est pas forcément la physiologie. Non. Donc, je peux améliorer mes paramètres physiologiques, mais pas être meilleur en trail. Oui, parce alors que... moi, je te dirais, en tant que néophyte du trail, je dis, bah, dans ce cas-là, tu cours que en montagne. Tout à fait. Certains le font. Et tu fais que ça. Et finalement, tu fais que du spécifique. Après, rien ne t'empêche de faire de la qualité, comme tu dis, des séances plus courtes, en côte ou en descente. Et puis tu vas progresser. Mais il n'y a pas que ça, a priori. Ouais. Alors, pour l'instant, la discipline est très, très amateur. Donc, il y a tout un tas de gens qui s'entraînent très différemment et qui se retrouvent en tête du peloton quand même. Mais effectivement, si on prend Kipchoge, qui est le recordman du monde sur marathon, voilà, qui le court à 21 km/h de moyenne, hein, c'est quand on dit ça à son voisin, tout le monde comprend que c'est impressionnant. Kipchoge, si demain on le met au départ du TMB, ça va pas marcher. Parce que au bout de 2 heures, il va falloir qu'il commence à manger en courant. Ça, à mon avis, il sait pas faire. On va lui demander de monter. Bon, ça, à la limite, il va peut-être y arriver. On va lui demander de descendre 1000 mètres de dénivelé. Là, il va y avoir un problème musculairement. Ça va casser. On va lui demander de passer une nuit dehors. Et il a peut-être jamais fait nuit blanche de sa vie, Kipchoge, parce qu'il a une discipline relativement stricte. Je l'imagine mal en soirée étudiante à faire n'importe quoi et à faire des nuits blanches. Voilà. Donc là, d'un coup, on va lui demander de porter un matériel obligatoire. C'est quoi ce Plus matériel? l'eau, plus la nourriture. Le matériel obligatoire, donc tu as une veste, un collant, un pantalon de pluie, tout un tas de choses. Ça pèse combien au total? Au total, quand t'es pas trop mauvais, que tu prends des trucs vraiment de qualité pour optimiser un max, t'arrives à embarquer 1,2 kg sur toi. Ah, ça va, c'est pas si lourd. Mais tu rajoutes l'eau, qui pèse 1 kg, parce que tu prends 1 litre. Okay. Donc t'es à 2,2 kg. Tu rajoutes de la nourriture, tu peux atteindre 300, 400, 500 grammes. Donc potentiellement, on va se faire une petite moyenne, on va dire qu'on part avec 3 kilos sur le dos. Ok. C'est pas insignifiant. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que par exemple, il y a des entraînements où où le coach me le marque des fois, il met dimanche, tu vas faire une sortie longue, 4 heures, et tu prends ton sac de la course, tu vois, avec le matos. Alors ça me sert à rien, hein. Ouais, mais on est l'été, il fait beau, pourquoi je me promène avec un collant thermique dans le dos? Eh ben c'est parce que le jour de la course, j'aurai un sac qui pèse 3 kilos, et si après 2 bornes, je me rends compte que ça ballotte dans tous les sens, 160 bornes, ça va être dur. Donc il faut que mon sac soit très très bien réglé. Si d'un coup il se met à pleuvoir, faut que je sache où est ma veste, comment la prendre. Voilà, il y a tout un tas de petites spécificités. Mais donc alors je te pose la question. Comment s'organise l'entraînement au fil de la saison? Là, tu me disais par exemple, tu fais de la qualité, donc un peu de développement de maintien de VMA, si j'ai bien compris, décembre, février. Déjà, j'ai une première question, c'est est-ce que ça t'emmerde pas de faire quelque chose juste pour te maintenir? Non, parce que j'ai délégué ma motivation au club d'athlétisme. Et du coup, on rigole avec les copains. Voilà, l'AS Aix-les-Bains, il y a un très très bon groupe. Je sais que des fois, les trailers ont peur d'aller voir les clubs d'athlètes parce que certains ont une mentalité un peu élitiste et c'est dommage.
mais beaucoup sont quand même des groupes de copains, et là, ça marche bien. Donc, je m'amuse comme un petit fou avec eux, même si je m'entraîne le soir à la frontale parce qu'ils bossent la journée, et moi, je bosse depuis chez moi, donc en soi, je pourrais m'entraîner l'après-midi, mais bon, du coup, je vais avec eux le soir. Et en parallèle de ça, malgré que j'aille au club d'athlétisme, il y a quand même toujours 1 ou 2 entraînements axés trail dans la semaine, donc ça va, quoi, je suis pas perdu. Access Trail, c'est par exemple la sortie que tu as fait là de 4 heures. Ouais, voilà, c'est des choses comme ça. Toujours garder un peu de contact avec le terrain. On a fait attention avec mon entraîneur, malgré qu'on soit en train de bosser la vitesse à plat, garder un peu, voilà, 1000 mètres, 2000 mètres de dénivelé dans la semaine. Pour pas repartir de zéro après le cycle de VMA, quoi. Comment ça s'organise alors sur l'année? Là, on prend ta compète en Croatie. Ouais, mi-avril. Donc ça démarre 6 mois avant la préparation? Un petit peu moins, je dirais 4 mois avant. Mais parce que avant ces 4 mois, tu continues quand même à t'entraîner? Oui, bien sûr. Alors pour l'année 2023, j'ai un objectif tous les 4 mois. Ça en fait 3 à l'année. Ok. Donc là, tu démarres ta préparation donc 4 mois avant. Tu démarres parce que 4 mois avant, ça y est, on est en mode course, on pense à celle qui va arriver, l'objectif, voilà. Et on se dit, elle a tant de dénivelé, elle va durer tant d'heures. Qu'est-ce que je fais pour réussir là-dessus? Tu te fixes déjà un objectif en termes de durée, donc. Ouais. Donc là, qui est? Alors, l'an passé, au 100 miles of Istria, Robert Aynal, qui est du Team Ultra, que je connais bien, a mis moins de 19 heures. Et il était très très bien préparé pour la course. Il a livré une performance qui était tout à fait conforme avec son niveau. Moi, je suis un petit peu moins fort que lui. Du coup, j'aimerais bien mettre entre 19 et 20 heures. Donc, je suis parti sur 19h15, 19h30. Ok. Ça me ferait entre une demi-heure et 3/4 d'heure de plus que lui. Ça me semble raisonnable par rapport aux courses qu'on a fait ensemble, notamment l'UTMB. Donc, je reprends le fil. Tu commences par faire du travail de VMA de qualité avec le club. Exactement. Plus 1 à 2 sorties, entre guillemets, par semaine. En trail. Et une petite musculation aussi à côté. Ça, on va en reparler aussi. Pour te faire plaisir. Ça me fait plaisir, mais je te vois manier le kettlebell avec aisance. Et oui. Avec aisance. Swing à 24 kilos. Malgré mon faible poids. On voit que t'as pris des fesses. Et donc, je reviens là-dessus. Ça fait combien de séances sur cette première période par semaine? Parce que moi, tu me dis, ça me dure 19 heures. Donc, je me dis, mais ton volume d'entraînement, en fait, tu dois passer des heures et des heures à t'entraîner. Eh ben, pareil, ça, c'est une erreur que certains font. Ils se disent, faut que je m'entraîne le plus possible. Ça part d'un bon sentiment, mais parce que t'as fait peut-être à une époque. Il faut, ouais, exactement. En fait, il faut les assimiler au bout d'un moment, il faut récupérer. Donc en trail, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne, c'est pour ça que je disais les blocs au tout début du podcast. À un moment donné, on va faire 3, 4, 5 jours très très durs. Et à côté, on va se reposer. Et se reposer, c'est quoi? C'est rien faire? Oui, par exemple, aujourd'hui, c'est ma journée de repos, je fais rien, voilà. Je viens de voir ici à la Villa Superphysique, après je vais à Annecy, dans un laboratoire d'analyse, après je vais à la cryo, voilà. C'est un jour de repos total. Et puis le soir, en rentrant chez moi, je m'étirerai un petit peu. Et par exemple, là, les 6 autres jours de la semaine vont être encore un peu dans le bloc. Et après, par contre, j'ai un vrai repos de 3 jours complets. Ok. Et donc, 3 jours sans sport, hein, attention. Sans rien de rien. Ah, rien de rien. Est-ce que tu vas quand même marcher? Est-ce qu'on considère que si tu vas marcher, c'est du sport? Ouais, alors après, voilà, si je vais marcher 6 heures, c'est un peu débile, mais oui, effectivement, je vais peut-être envoyer un colis, donc je vais aller en marchant à la poste, ça va faire 4 km aller-retour, ouais, des trucs comme ça. Pour bouger, quoi, du mouvement en santé, on va dire. Donc là, je vais reprendre notre exemple de VMA. Sur ton bloc VMA, ouais. C'est combien d'heures par semaine d'entraînement? Donc t'as tes 5 jours intenses, c'est ton jour de repos. Sur les 5 jours, t'as fait quoi? T'as fait 2 séances par jour? Non, pendant le bloc VMA, j'avais pas trop de repos. Du coup, en général, le lundi, ça se composait d'une activité aérobie très facile de 1 à 2 heures le matin. Ça pouvait être du ski de fond, ça pouvait être du vélo, du home trainer. Pas de course à pied parce que elle intervenait le soir, le lundi soir au club. 30 minutes de footing, un travail de gamme avec l'entraîneur et quelques abdos. Bon, ça, c'était récréatif. Le mardi, là, il y a la séance VMA, donc par exemple 12 x 400. Ouais, il y avait que ça. Le mercredi, la préparation physique, donc 1 heure avec un préparateur physique. Voilà, donc là, je suis parti sur un truc avec la kettlebell. Comment il s'appelle? On peut le citer? Il s'appelle Mathieu Sûr, tout à fait. Il est trailer lui aussi. Et il m'a vendu les mérites de la kettlebell. Alors au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut ce rigolo avec ses poids là de 16, 20, 24 kilos.
alors que je peux faire 200 kilos à la presse à cuisse. Et finalement, c'est assez efficace. Ouais. Ça, tu vas tu y allais tous les mercredis. Tous les mercredis matins. Et j'y vais encore tous les mercredis matins. Et le mercredi après-midi, il y avait une activité aérobie de 1 à 2 heures, très facile. Alors là, par contre, ça pouvait être du trail. 2 heures de trail, mais à une allure cardiaque très très basse. Je peux parler tout le long sans aucun problème. Le jeudi, on retourne au club faire une séance de VMA. Le vendredi, qu'est-ce qu'on faisait le vendredi ? Une activité aérobie, pareil, de 1 à 2 heures. Le samedi, on retournait au club faire de la vitesse. Tu fais de la vitesse pour toi, tu fais des Alors là, c'était pas une séance de VMA à proprement parler sur une piste. Ça pouvait être des petites côtes, 4 fois 20 secondes, 4 fois 10 secondes, 4 fois 15 secondes. Et ça te va comme effort, toi? Tu te fais pas chier, justement, en faisant si peu, 4 fois 10 secondes, 4 fois 20 secondes? Non, c'est hyper nerveux. Et puis, tu le fais en départ arrêté. On est 7 de front. Tu vois, tu te marres, quoi. C'est la compète. Donc, tu fais tes 4 côtes. Après, on fait 10 minutes à plat à 15 km/h. Après, on refait 4 côtes. Tu vois, ça passe vite. C'est assez ludique. Et le dimanche, je faisais une sortie longue qui, suivant parce qu'on est l'hiver, la météo, si évidemment il pleut et il fait 3 degrés toute la journée, on va pas faire de vélo, peut-être du ski de fond, voilà. Donc ça va durer entre 1 à 3 heures selon le sport et la météo, mais le dimanche, c'était l'activité aérobie, entre guillemets, un peu plus longue. Ok. Et donc ça, imagine là, c'est une semaine. Est-ce que la semaine d'après, le volume augmente ou c'est l'intensité qui augmente? Alors, ça s'est passé en 2 fois 4 semaines, je vais dire. Parce qu'on peut considérer aujourd'hui que je suis passé dans une partie spécifique au trail, donc j'ai un peu mis de côté, voilà, cette semaine, je vais aller au club qu'une fois, par exemple. 3 semaines, ouais, où tu montes en charge et une semaine plus légère donc, où là. Monter en charge, c'est monter en volume. Ouais, donc. Ou en intensité. Par exemple, au début, bah, tu faisais les sorties d'aérobie, tu les faisais plutôt sur la fourchette basse, et à la fin des 3 semaines, tu les fais plutôt sur la fourchette haute. Ok, ouais, donc. Au lieu de faire 1h30, tu fais 3 heures. Ok. Ça montait comme ça, et pareil, la VMA, à la fin, c'était Donc, tout cumulé, on faisait des VMA de 3 à 4 000 mètres d'effort, et à la fin, on faisait 6 000 mètres. Ok, ah Même ouais. fait 7 000 une fois. Ok, donc le volume monte. Voilà, tout montait. Et au bout des 3 semaines, on faisait une semaine où on divisait tout par 2. On divisait l'intensité par 2, et on divisait le volume par 2. Et c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, et à l'issue de cette semaine, entre guillemets, de repos, il y avait le cross. Ok, t'as performé au cross? Ouais, j'ai fait une super perf pour mon niveau, bien sûr. J'étais super content. Combien de kilomètres c'était ce cross? Il en faisait 9. Oh, c'est pas beaucoup pour toi. Oui, mais pour un cross. Et donc t'avais tes pointes et tout comme un athlète? Ouais, j'avais mes pointes. Je me suis régalé. Parce que t'as mis des pointes de combien? J'ai mis des pointes de 9 mm. Je vois Okay. que monsieur est connaisseur. Oui, bien sûr. Parce que le parcours était assez sec, il faut le dire. Et il y avait des passages, tu sais, de pistes en gravier. Donc bien sûr, là, les pointes, elles ne pointes, plantent pas. Donc 9 mm, ouais, c'était un maximum. Et malheureusement, je suis très déçu parce que je voulais me qualifier aux demi-finales de France. Et dans notre région, le niveau est très dense. Et malgré que le niveau soit dense, en fait, il s'arrête à un certain nombre. Et du coup, j'étais pas pris pour une dizaine de places. J'étais pas pris. Je pensais vraiment pouvoir être pris, mais ouais. Le niveau. Non, mais si t'es content de ta course, c'est déjà super. J'étais très content de ma course parce que l'allure moyenne est très très bonne. Sachant quoi, un cross, t'es dans la forêt, tu zigzags entre les arbres, tu montes un talus, tu le descends, tu fais une épingle, et puis ouais, je me suis retrouvé à faire une demi-heure à 3,35 au kilomètre. Donc Ouais, pour moi, c'est vraiment très bien. Mais alors là, tu vois, sur ce bloc-là que je comprends bien, toi, t'as des vitesses à suivre, t'as une fréquence cardiaque à suivre. Ouais. Ok. C'est facile, tu vois, t'as des repères, c'est facilement quantifiable. Bien sûr. Ok. Quand tu passes sur un bloc donc spécifique. Là maintenant, on va passer au spécifique trail. Ouais. Comment ça se passe? Donc parce que là, tu parlais de la fréquence cardiaque, t'avais pas trop aimé. Ouais. Là, j'ai l'impression que tu entraînes quand même la fréquence cardiaque. Bah en fait, je la regarde quand même sur la montre, mais j'ai pas vraiment de cible. Après, je sais ce que c'est mon SV1, je sais ce que c'est mon SV2. Évidemment, si je pars courir et que je m'excite et que je vois que ça fait 5 minutes que je fais du SV2 dans une bosse, je vais me calmer, je vais me dire, est-ce que c'est le but de la séance? Non, le coach a dit de faire de l'endurance. Donc, je descends aux alentours de SV1. Tantôt un peu en dessous, tantôt un tout petit peu au-dessus. Autour, quoi. Autour, voilà. Sachant que les seuils, pour ceux qui nous écoutent, c'est jamais fixe. Oui. Et en plus, ça dépend de la modalité. Et puis ta fréquence cardiaque, elle va dépendre de la chaleur, de comment t'as dormi. Voilà, donc c'est. Donc voilà, tu prends une fourchette. Ok. Et après, on va commencer à regarder les semaines
on va regarder l'évolution du dénivelé. Donc là, en phase de maintien, on va dire que je tournais entre 1000 et 2000, 1000 et 2005. Et là, on va commencer en une semaine. Bah, ouais, non, ça y est, en fait, je suis déjà passé à 5000. Mais parce que j'ai quand même plusieurs années derrière moi, quelqu'un d'un peu plus débutant, il faudrait qu'il soit plus progressif. Moi, voilà, je démarre le palier à 5000. Et le but, c'est qu'on va empiler plusieurs semaines et on va faire 5000, 7000, 9000, quelque chose comme ça. Ok. Donc, Après, on va se reposer un peu. 9000, c'est donc ta course, c'est 6000, celle que tu prépares. Ouais. Est-ce qu'à un moment, tu vas faire une sortie qui mime la course? Non, on peut pas. Je te pose la question, Ouais. je sais pas. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que par exemple, là, mon club, quand il préparait le 10 km, à la fin, on s'est retrouvé à faire, il y a une séance, on a fait 2 fois 5 bornes. Donc, on mimait la course. Voilà. Là, non. Mais là, on peut pas mimer une course de 160 bornes. Alors, par contre, on va la découper un petit peu et on va faire, donc là, tu me parles de semaines d'entraînement, mais tu vois, moi, je t'oriente de plus en plus vers le week-end shock. Oui, bah ça c'est un peu, c'est à la mode, justement. Ouais. Ouais. Et ouais, parce que c'est à la mode, parce que si tu veux, les gens qui bossent, du coup, ils peuvent s'entraîner. Parce que tu te mets une dose en 2 jours, en fait. Alors, par contre, tu mets une charge de facochère. Et t'as pas peur, justement, entre guillemets, du risque de blessure suite à ça? Parce que quand il on augmente faut... le volume drastiquement d'un coup, Ouais. alors qu'on sait que normalement, pour éviter les blessures, il faut une charge d'entraînement qui soit soit équivalente, soit progressivement qui monte. En fait, plus tu as d'années d'expérience, plus tu peux partir d'une base élevée. Tu vois, moi, je fais 5000 mètres de dénivelé dans la semaine, j'aurai pas de blessure. Après, si je commencerais à 10 000, j'aurai le tenseur du fascial attaque qui va tirer, ça je le sais, à droite. Malgré que ce soit de la montagne, j'aurais quand même un peu mal au périoste. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, là, le week-end shock, en fait, ça va permettre de mimer la course sur 2-3 jours. Et on peut, là, par contre, on peut le faire. On peut découper peut-être pas les 160 bornes, ça fait beaucoup, mais on peut découper 120, 140 km en fonction de son niveau en 3 sorties. Ok. Une le vendredi soir, une le samedi toute la journée, ça c'est très intéressant. Et puis le dimanche, avec les forces qui nous restent, on essaye d'en faire le plus possible. Je vais revenir sur comment tu organises l'entraînement. Et là, par contre, après, tu mets 3 jours de repos. Ouais, t'es mort. Je vais revenir sur un truc. Là, tu disais, je reprends le bloc de VMA. Donc, on augmente le volume. C'est surtout à basse intensité. Est-ce qu'à un moment, justement, dans ce cycle où tu vas augmenter le dénivelé, 5, 7000, 9000, où tu es en préparation au trail, est-ce que tu te rapproches de plus en plus, est-ce que tu as des séances de plus en plus importantes à la vitesse à laquelle tu penses courir cette course en Croatie? Oui, tout à fait. Comment ça se passe, cette répartition dans la semaine? Est-ce que tu as 1, 2, 3 séances, 4 séances à la vitesse que tu comptes faire au trail et le reste, tu brodes autour? Est-ce que tu peux donner un exemple de semaine? Ouais, on va en parler de celle que je viens de faire, qui était la semaine de début de préparation au Specific Trail. Et en fait, l'allure de la course, elle est assez lente. Hein. Tu vois, sur l'UTMB, le vainqueur, il est pas du tout en 10 km/h. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle de la rando-course, c'est-à-dire tu marches dans les montées. Alors attention, hein, il y a marcher et marcher, hein, tu peux marcher vite. Et tu descends en courant, quoi, en gros. Ok. Voilà. C'est vrai que moi, l'an passé, j'ai fait l'effort d'avoir ma ceinture cardiaque sur l'UTMB. Et ce qu'on peut voir, pour ceux qui aiment bien les valeurs cardiaques, c'est que j'étais beaucoup entre SV1 et SV2 dans les côtes. Ok, t'es au tempo, comme on dit. Ouais, pendant une quinzaine d'heures. Ça correspond à combien de pulsations pour toi? Moi, je suis très très bas. Ça correspond à entre 130 et 155. Ok. J'ai une FC max à 172. Ah oui, et je pense que et en repos, t'es à quoi? J'ai un peu abîmé mon cœur en faisant 3 ans de trop d'entraînement. Mais l'avenir nous le dira quand dans 2 ou 3 ans, j'aurai peut-être assimilé ça, on verra. Et en termes au repos, je suis pas pareil, je suis pas très très bas, je suis à 40. Ok. J'ai déjà été à 35 par le passé, mais donc t'as que 132 pulsations de marche, quoi. Voilà. Alors, peut-être un exemple que tu connais pas, Stéphane Tempier, vététiste en équipe de France. Non. Fréquence de repos 55, fréquence max 155. Ah merde. Alors lui, par contre, sur sa montre, il performe quand même. Ah bah 9e au JO en 2012 ou 2016, je sais plus. Ouais, il performe. Par contre, lui, quand il fait un entraînement, s'il doit être à 151 pulses, il faut pas qu'il soit à 150, tu vois. C'est à une pulse près, quoi. C'est incroyable. Donc lui, il avait besoin de la meilleure montre, la meilleure ceinture. Mais ouais, donc la semaine là, comment elle s'est passée? Alors j'avais le cross le dimanche, mais bon, c'est pas très fatigant. Une demi-heure d'effort. Donc le lundi, j'ai fait du ski de fond, 3 heures. Tu fais quoi comme ski de fond, du skating ou du classique? Là, j'ai fait du skating parce que le coach m'a demandé
de reproduire un peu l'effort, c'est-à-dire que voilà, les côtes, on les monte quand même en engageant un peu, et après on relâche un peu en descente sur le plat. Donc là, j'ai fait du skating. Le mardi, j'ai fait 1h30 de ski de fond, mais classique, donc dans les traces, l'alternatif, parce que là, c'était de la récupération. Donc voilà, j'ai regardé le paysage en avançant mes skis dans les traces. Le mercredi, on avait la muscu. Là, on a fait une très très belle séance, assez lourde et avec beaucoup de répétitions, qui était très dure. Et le soir de cette muscu, j'ai refait de la course à pied parce que le cross était dimanche, donc j'avais un peu mal au tibia, tu sais, avec le plat, tout ça. Donc j'ai refait de la course à pied le mercredi soir avec 1h30 et j'ai fait 15 minutes de travail entre SV1 et SV2 en côte. Donc tu vois un peu le rythme, bien sûr. le rythme de la course. Et 15 minutes à plat aussi. Parce que t'as du plat et des montées quoi dans les courses. Le jeudi, qu'est-ce qu'on a fait le jeudi? Je suis remonté au ski. Oui, j'ai refait 1h30 de ski en récupération, en classique. Et le soir, j'ai refait une séance VMA. C'était la séance du club. Ok. Une seule dans la semaine, tu vois, le jeudi soir. Ouais, donc tu gardes quand même une séance VMA tout au long de la préparation? 12 fois 400 mètres en 1,12, 1,13. Ok. Et là, tu vois, cette séance VMA, cette fois-ci, j'y suis arrivé avec, tu vois, de nombreuses heures de ski de fond, la musculation de la veille, donc j'avais les jambes chargées. Tu vois, j'avais musculairement, je me sentais lourd. Et j'ai quand même bossé la vitesse sur fatigue. Ensuite, le vendredi, on a attaqué le petit week-end choc, parce que c'est le premier, donc on fait pas trop les bourrins. Donc t'en as un par semaine tout au long de la préparation? Oui, mais il y aura des semaines de décharge. Ok. Ça va faire 3 semaines avec des week-end chocs et une semaine de décharge. Là, j'ai fait vendredi donc 1500 mètres de dénivelé en navette. J'insiste là-dessus. J'ai pris une bosse qui faisait 180 mètres de dénivelé, qui était très très raide, avec un chemin qui était tout droit, sans virage. Raide à combien de pourcents alors? 30. Oh. En moyenne. Oh putain. En moyenne. Et il y avait un thème, c'est-à-dire que la première montée, je la faisais en trottinant, mais le but du jeu était de trottiner sans faire monter le cardio. Donc vraiment musculaire, travail musculaire. Je descendais cool, normal. Ensuite, je remontais, toujours la même bosse, cette fois-ci en faisant une marche bâton. Parce que dans les ultra-trails, c'est tellement long qu'on marche en s'aidant des bâtons. Et par contre, là, je descendais fort. Et c'est là où tu casses les fibres musculaires. Et ça, je l'ai fait autant de fois qu'il fallait pour arriver à 1500 dénivelé. Après, la sortie était un peu longue parce que j'ai pas voulu prendre ma voiture pour y aller, donc j'ai fait une demi-heure d'échauffement et une demi-heure de retour au calme. Et vu que j'ai fait une fringale, en fait, je suis rentré en marchant, donc j'ai mis 45 minutes. J'avais mal pris mon ravitaillement. Le samedi, là, c'était dur parce que vendredi, ça m'a créé des grosses courbatures. Et du coup, le samedi, je suis parti faire mon entraînement. Il était difficile parce que j'avais 3 heures à faire, donc déjà 3 heures de course à pied, c'est un peu long. Et il fallait que je fasse 4 fois 30 minutes au-dessus de l'allure course. Ok, donc presque à SV2. Quoi. Ouais, et ça, en fait, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'indicateur, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de l'allure course? Alors, la première fois, t'es perdu. Tu sais pas comment faire. Et plus les années passent, plus tu fais des courses, plus tu cours. Et malgré le terrain qui est différent, parce qu'à des moments, c'est plat, à des moments, c'est de la route, à un moment, c'est un single, à un moment, c'est une piste forestière. Mais tu sens, tu sais, tu te poses la question pendant que tu cours, tu te dis, là, Hugo, t'es en train de courir. Est-ce que l'allure que t'as, est-ce qu'elle est prompte à un 30 km? Est-ce qu'elle est prompte à un 80? Et tu doses comme ça. Et j'ai fait 4 fois 30 minutes à l'allure cible, on va dire. Ça, c'est assez fatigant quand même. Ouais, bah, je viens de croire. Et il y avait les courbatures de la veille. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Des fois, les gens, ils font, ah, t'as fait une belle séance aujourd'hui. Et moi, je dis, oui, mais regarde, la veille, j'ai fait ça. Donc, c'était encore plus dur, ça décuple, tu vois. Ou alors, tu dis, bah non, regarde, je me suis reposé la veille. Et là, c'était le samedi. Donc, je me suis entraîné sur les courbatures. Là, avant de partir, je savais que c'était très mauvais. Évidemment, ça n'a pas arrangé les courbatures, ça les a amplifiées. Et le dimanche, le coach avait marqué 4 heures avec 2000 mètres de dénivelé. Toi, il a mis 2 consignes. Une en temps, une en dénivelé, mais pas en distance. Et là, j'avais des courbatures atroces. Ça va, elles sont un peu passées aujourd'hui. Et du coup, ouais, j'avais tracé un parcours sur ma montre pour suivre le GPS.
Et bon, en plus, il y avait plein d'arbres qui étaient tombés. Je suis allé dans des chemins qui étaient un peu sauvages quand même. Donc j'ai mis 4h30 pour faire mes 30 km et mes 2000 mètres. Ok. Et là, par contre, là, je serrais les dents en descente, tu vois. J'avais très très mal aux jambes parce que j'avais beaucoup de courbatures. Alors tu peux dire, mais c'est débile, pourquoi t'as fait ça? Parce que du coup, l'entraînement est pas très bien. Bah si, parce que en fait, quand je vais être sur mon ultra trail, dans les 40 derniers kilomètres, j'aurais envie de tout, sauf de courir. Parce que j'aurais mal partout, tu vois. Bien sûr. Donc là, j'ai recréé la sensation. Et en fait, donc dimanche matin, quand je suis parti faire mes 4 heures, c'est un peu comme si j'étais à la fin de mon ultra trail, tu vois. Sans faire l'ultra trail en une fois, j'ai recréé les sensations pour courir dessus. Ouais, mais je vois tout à fait. Donc à la fin de mon ultra trail, quand j'aurai mal aux jambes, je serais pas surpris. Je me dirais, ah bah c'est comme à l'entraînement. Tout à l'heure, tu parlais de SV1, SV2. Mmh. Donc j'ai fait un long article sur tout ça sur mon site secretdukayak.org sur les bases de l'entraînement. Est-ce que tu as fait des tests spécifiques pour les déterminer? Oui. Tu as fait ça sur tapis de course? Comment J'ai t'as fait fait ça ça? sur un tapis de course à Lyon, sous le contrôle du docteur Marion Delespierre, qui est aussi une traileuse, donc c'est très intéressant parce qu'elle pratique mon sport. D'ailleurs, quand vous vous rapprochez d'un médecin, d'un ostéo, d'un kiné, si vous avez la chance d'en avoir un qui pratique votre sport, c'est vraiment un atout. Et donc oui, j'avais le masque, j'avais la ceinture cardio. Donc t'as pu faire estimer ta fréquence cardiaque max, ta VO2, Ouais. tes seuils. Est-ce que Ouais. tu as fait aussi les prises de lactate? Non, on n'a pas fait ça. On a fait OK. Et donc ça donne quoi en termes de VO2? Qu'est-ce que t'as? Il m'a estimé à 65. Mais c'est pas si mal, non? C'est lamentable. C'est pas si mal, 65. Ouais, mais les mecs à côté de moi, ils ont 80, tu vois. Oui, mais finalement, comme tu nous as expliqué que le trail, c'était pas que de la physiologie, Ah oui, oui. ça me paraît pas si handicapant que ça. Et oui, parce que sur la ligne de départ, bon, je pars un petit peu devant, hein, parce que en terminant 26e de l'UTMB, je vais pas m'amuser à partir derrière le peloton. À côté de moi, il y a des gens qui ont 85 de VO2. Cette année, je prends le départ, il y avait Kylian Jornet. Bon, je l'ai pas battu, hein, évidemment. C'est lui qui a gagné la course. Lui, il a 92, quoi, un truc comme ça. Ouais, mais il a pas les mêmes antécédents que toi. Non. Mais je veux dire, il y a Kylian qui a une très très grosse VO2, et il y en a d'autres très très bons athlètes qui ont 80. Pareil, en ski de fond, tous ceux qu'on voit à la télé, en biathlon, en ski de fond, normalement, ils ont plus de 80, parce que eux, c'est vraiment que le physio qui va jouer, presque. Et donc, ouais, à côté de moi, il y a des gens, ils ont 80, mais ils savent pas ce que c'est l'entraînement sur fatigue, ils ont pas de protocole nutritionnel, la nuit, ils savent pas gérer leur frontal, si en haut d'un col, il fait froid, ils pensent pas à mettre leur veste, et du coup, ils attrapent froid. C'est très con, hein, mais t'attrapes froid au doigt, t'arrives plus à manger pendant 2 heures, tu fais une hypoglycémie. Tu vois, c'est bête, hein, mais... Bah, alors, parlons d'alimentation. Ouais. Justement, sur des épreuves comme ça, tu parles de t'alimenter durant l'effort. Moi, je regarde pas mal de vidéos de triathlètes, tout ça, qui s'entraînent justement. C'est l'entraînement de l'intestin en ce moment. C'est pas mal à la mode. Ouais, s'entraîner à bouffer genre 100 grammes de glucides par l'heure. Voilà, Ouais. exactement. Comment ça se passe l'alimentation? Est-ce que c'est quelque chose, du moins durant la séance ou durant la course, qui est, on va dire, comment tu le gères? Est-ce que tu t'entraînes à l'entraînement justement à consommer tant de glucides par heure, sachant que, comme tu dis, t'es entre SV1 et SV2, donc finalement, t'es quand même pas mal sur les glucides. Ouais. Et combien tu consommes? Est-ce que tu as une quantité déterminée d'avance? Bah, je suis aussi suivi par un nutritionniste qui est trailer aussi. Qui s'appelle? Sébastien Diffenbronn. Ah, Seb. Eh ben, on lui passe le bonjour, Seb, mon ancien élève en muscu. Hein? Non, tu dois confondre. Ben, bien sûr que non, mais on se connaît bien avec Seb. Il y a plus de 10 ans. Il était à fond muscu. Le Parisien? Bien sûr. Ah ouais, putain, c'est lui, ouais. Ah ouais, non. Ah, il faisait de la muscu. À fond? Il était à fond? Ok, ah ouais, putain, il m'a pas dit ça. Et ouais, donc Seb, maintenant, est vraiment un diététicien très passionné. Et lui, il estime que, voilà, suivant le profil, il va falloir être à 40 grammes par heure. Alors ça, c'est plutôt bas, mais pour certains, ça va leur suffire. Et si tu arrives à monter à 60, 70 grammes, normalement, t'es bien pour un ultra trail qui, pour moi, va durer environ 20 heures. Istria, on va être un peu en dessous. L'UTMB, on va être un peu au-dessus. On va dire environ 20 heures. Donc moi, voilà, il faudrait que j'arrive à manger 50... Cette année, à l'UTMB, j'ai mangé un petit peu plus de 50 grammes de glucides à l'heure. Et franchement, à des moments, je me sentais un peu fébrile. Donc je pense que je peux monter à plus, 60, 65. Surtout que moi, je digère très très bien. Qu'est-ce que tu prends comme type de glucides? Alors là, ce qu'on avait fait, mais il faudra qu'on change après, j'avais majoritairement mangé des purées.
Donc mon sponsor, Baou Organic Nutrition, fait de très très bonnes purées à l'effort. Après, il y a d'autres marques qui en font. C'est quoi, c'est des purées de fruits? Oui, mais aussi de légumes. Ok. Donc carottes, patates douces, ça c'est leur purée de légumes. Il y en a une deuxième qui sort dans pas longtemps. Moi, je sais ce que c'est, mais j'ai pas le droit de vous le dire. Non, c'est vrai. En plus, j'ai signé un truc, j'ai pas le droit. Mais donc, ça va faire une deuxième purée salée entre guillemets. Sinon, ouais, de fruits. Alors, Baou, ils ajoutent de l'huile d'olive dedans, donc t'as un petit peu de lipides, ce qui est intéressant quand même sur des efforts aussi longs. Et ça gêne pas la digestion, justement, d'avoir des Non, lipides? parce que t'en as un petit peu, t'en as pas beaucoup. Ouais. Pas comme la marque Olifat, où là, c'est de la purée de noix en stickers. Ok. Donc là, c'est que lipides. Donc là, attention, encore une fois, ça peut convenir à certains. Hein, mais moi, je suis quelqu'un qui brûle les glucides. Hein, vraiment, je peux y aller. Ouais. Par contre, au-delà de 70 grammes, j'ai essayé sur des courses. J'ai fait une course de 6 heures avec 80 grammes de glucides à l'heure. Waouh, là, c'est chaud, là, quand même. Là, tu sentais que t'avais mal au bide, que t'étais un peu ballonné? Ouais, tu commences à le sentir, ouais. J'aurais pu augmenter encore, hein. J'aurais pu aller chercher la limite, mais je sentais qu'à 80, j'étais bien rempli, déjà. Hein. Et mon niveau de performance était vraiment excellent. C'est pour ça que Seb m'a dit, mais écoute, Hugo, c'est pas la peine d'aller plus loin. Regarde, tu m'as dit que t'étais vachement en forme, ça relançait constamment pendant les 6 heures, tu te sentais super fort, tu sentais que dans le bide, on pouvait pas en mettre beaucoup plus, t'emmerdes pas. T'as trouvé ton rythme. Tu vois. Et donc ça, c'est des choses que tu travailles à l'entraînement aussi, justement, pour voir comment se comportent tes intestins? Oui et non. Le plus souvent, on va travailler en low carb. Ok. Ouais. On va même faire des stratégies. Je sais pas si t'as lu le livre Ultra Performance de Fabrice Bien Pion, sûr, tout à fait. où il parle de sleep low, voilà, où on va couper les glucides pendant une partie de la journée, certains entraînements. Évidemment, pas tous les jours. C'est comme un entraînement VMA. Si vous le faites tous les jours, ça marche pas. Donc, sur beaucoup de sorties, les sorties, par exemple, là, je parlais dimanche, j'ai fait 4 heures d'entraînement, à un rythme bas. Du coup, là, j'ai mangé très peu. J'étais à 15 grammes de glucides à l'heure. Vraiment juste pour le cerveau. Voilà. Donc, j'étais en lipolyse pendant cet entraînement. Par contre, sur d'autres entraînements, typiquement la veille, le samedi, où j'ai fait 4 fois 30 minutes à l'heure course, là, j'avais mon ravito de la course. Là, j'étais à 60 grammes de glucides à l'heure. Ok, ouais, ben là, on voit bien que ça dépend de l'allure où tu vas et de ce qui est censé être consommé pour reconstituer de l'ATP. Et je dirais que une fois par semaine, en phase spécifique, donc celle que j'ai amorcée maintenant jusqu'à la course, une fois par semaine, on va faire un entraînement avec le ravito de sa course. Ok. Ah, donc tu entraînes quand même toutes ces stratégies. Ouais. Pour que dans la course, quand tu dises, bah voilà, moi j'ai défini que toutes les 50 minutes, je devais manger telle barre, ou toutes les 45 minutes, je dois manger telle purée, et ben le jour de la course, ton corps, il soit pas surpris. La purée, elle arrive toutes les 45 minutes, et voilà, lui, il la digère, il a l'habitude, il l'a déjà vu. Quand elle arrive, t'es à la bonne fréquence cardiaque parce que t'as déjà fait ça à l'entraînement, voilà. Par contre, si à l'entraînement, tu manges un peu, voilà, ce qui te passe sous la main, tiens, aujourd'hui, je vais partir avec une banane, tiens, aujourd'hui, je vais partir avec une pâte de fruits, ça change tous les jours parce que, voilà, t'as pas le temps, tu y as pas pensé. Et puis, le jour de la course, tu t'es fait un super protocole. Mais c'est foutu parce que ton corps il va découvrir ça. Alors ça se trouve ton protocole sur le papier il est super, mais toi t'es pas à même de le digérer et tout, donc faut l'avoir testé en avance. Je vois. Et de manière, alors je continue sur l'alimentation, de manière plus générale, comment tu t'alimentes? Est-ce que tu alimentes sainement déjà? Oui. On se connaît bien, donc je me permets de. Ouais. Je m'alimente sainement. D'autant plus que l'ultra trail, ça reflète vraiment ton état de santé en fait. Parce que finalement, t'as pas besoin d'être un champion de la course à pied pour être devant, tu vois. T'as pas besoin de faire 1h10 au semi-marathon. Ouais, t'as quand même fait 33 minutes au 10 km cette année. Tout à fait, 33 minutes 20. Donc c'était non officiel, mais ouais. Mais c'est quand même pas mal. Officiellement 33. C'est quand même une bonne perf. Oui, bien sûr. Mais t'as un coureur qui est devant moi et qui fait 38 minutes au 10 km. Ok. Voilà. Et lui, par exemple, ne fait pas de vitesse pour l'instant, tu vois, ça l'intéresse pas. Donc on pourrait se dire, mais il fait pas de vitesse, il est nul. Bah non, il a quand même fini devant moi à l'UTMB, il a mis 22h50, ce qui est déjà un très très bon chrono. Donc il t'a mis 40 minutes. Il m'a mis 40 minutes, ouais, tu vois. Parce que il a bossé d'autres paramètres. Donc la vitesse, c'est pas essentiel. Et lui, par exemple, a une grande capacité à manger tout ce qui lui tombe sous la main. Donc ouais, il a jamais de baisse d'énergie parce qu'il bouffe, tu vois. J'ai dû entendre un podcast et on parle bien du même. Ouais, casquette verte. Voilà, on a un qui mange à l'arrache, tout est à l'arrache. Ouais, mais il mange beaucoup, du coup son corps a beaucoup d'énergie. Il mange tout à l'arrache. Et
Lui, je pense que là où il est bon, en fait, c'est dans sa vie de tous les jours, parce qu'il a très très peu de trajets pour aller au travail, vu qu'il y va en courant, c'est son entraînement. Il voyage assez peu, donc il est très casanier en fait. Et du coup, il récupère là-dessus, je pense. Ouais, et puis il a moi j'ai entendu les podcasts sur lui, il a un volume d'entraînement qui est assez important quand même, hein. Ouais, Franchement, tous les jours, il court 2-3 heures, quoi. c'est ça. Mais encore une fois, parce que c'est son trajet pour aller au travail aussi. Donc tu vois, il passe pas, il est parisien, il passe pas 1 heure et demie dans les bouchons. Je sais même pas s'il y a une voiture d'ailleurs. Et donc ouais, pour en revenir à l'alimentation de tous les jours, Donc, comment tu manges? en trail, quelqu'un qui est en tu vois, bonne santé, il va performer. il y a beaucoup de, de promotion du jeûne intermittent. Ah ouais, ça c'est une Voilà, erreur. donc bah, pour moi aussi, mais il y a beaucoup de promotions de jeûne intermittent. Moi, je viens du milieu de la muscu où tu es habitué à manger 4, 5, 6 fois dans la journée, à compartimenter. Comment ça se passe pour toi? Nous, on n'est pas spécialement obligé de manger tant que ça. Après, moi, je fais 4 repas. Donc, tu as le petit déjeuner. En fait, ce que je vais te dire, c'est valable quasiment chaque semaine. En fonction de l'entraînement, j'ajuste simplement les glucides. Plus je m'entraîne, plus je mange de glucides. Et ça peut monter à quelle quantité? Est-ce que tu sais à peu près combien de calories tu manges, combien de quantité de glucides? Les jours où je m'entraîne beaucoup, sans compter ce que je mange pendant l'entraînement, donc tu vois, peut-être 40, 50 grammes par heure, je vais manger 2 belles assiettes de 120 grammes de riz pesé cru. Ouais, ça fait quand même pas beaucoup. Ah, ok, c'est ça. Ah ouais, je croyais que c'était ça dans un repas que tu allais me dire, je mange 2 fois par jour. Ouais. Plus, ok. Donc, alors. Tu manges pas des matchs, hein. Il y a le petit déjeuner. En général, je ne mange pas de glucides à part un fruit. Mais c'est très très rare que je mange des glucides au petit C'est déjeuner. quoi ton petit déjeuner? Alors, c'est 2 œufs à la coque, 30 grammes de roquefort, 30 grammes de noix, une pomme ou une banane et un carreau de chocolat noir. Ah, tu manges rien. Tu vois, moi, quand t'es arrivé, tu m'as vu, c'était mon petit déjeuner. Ouais, t'avais le bol de riz. Ouais. Le saladier. Ça, je le fais jamais. Ah ouais. Sauf quand vraiment on va faire une très très grosse semaine. Tu vois, par exemple, ce week-end, c'était mon premier week-end vraiment dur. Mais je sais que on va quasiment être sur le double plus tard. Et à ce moment-là, oui, je mangerai des glucides au petit déjeuner. Mais c'est vraiment les derniers jours les plus Quand durs. tu dis manger des glucides, c'est quoi? Tu vas rajouter 120 grammes crus? Non, même pas tant que ça. Je vais faire des petites crêpes, tu sais, avec les œufs. Donc tu vas rajouter quoi? Tu sais, la très vieille recette Ouais, avec Julien Vénesson, là. 2 crêpes, de l'eau et la farine de sarrasin. Et combien tu vas mettre de farine? 70 grammes. Ouais, tu montes pas beaucoup. Donc ça fait pas beaucoup. Tu manges pas beaucoup. Mais, et est-ce que tu fais ce qu'on appelle un peu... Donc c'est pour ça que tu vois, tu parlais du jeûne intermittent. Et en fait, ça sert à rien le jeûne intermittent. Par contre, de faire comme je fais, c'est-à-dire de pas manger de glucides le matin, tu vas déclencher les mêmes effets. C'est-à-dire, si je vais faire ma sortie de 2 heures après avoir mangé ce petit déjeuner, je suis en lipolyse. Mais bien sûr. Et pourtant, j'ai mangé des œufs, donc mes muscles, tout va bien. Tout un d'autres paramètres dans mon corps vont bien. Enfin, quand je fais des prises de sang, c'est à chaque fois un exemple. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires? Ah oui, plein. Bah, c'est vrai que je suis sponsorisé par Nutriting, donc si j'en veux, ils sont gratos. Donc ouais, je peux, tu vois, des fois je peux en prendre qui me sont pas forcément utiles, mais Qu'est-ce que tu prendrais toi alors qui te semble utile? alors si je devais les payer, le multivitamine, je le prendrais toute l'année. Parce que j'estime que la nutrition aujourd'hui, même si j'essaye d'aller me servir dans la coopérative qui est pas très loin de chez moi, voilà, il y a un métier qui fait que quand même il y a 2 jours par semaine où je maîtrise pas ma nourriture, donc c'est quand même embêtant. Du coup, le multivitamine à l'année, le magnésium parce que 70% de la population française est carencée à peu près. Donc j'ai de grandes chances quand même d'être là-dedans. En plus, je fais beaucoup de sport, donc voilà, le magnésium, pareil, c'est à l'année. Après, vu que moi, je veux faire du sport pendant très 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 longtemps, je prends le truc pour les articulations, tu vois, c'est de l'arpagophytum, glucosamine, chondroïtine, le collagène. Et j'ajoute un peu de glycine aussi pour vraiment blinder. Et après, est-ce que je prendrais d'autres trucs à l'année? Non. Pendant certaines phases, je vais ajouter des oméga 3 que je prends uniquement le soir, très très loin des repas. Enfin, en tout cas des cafés, tout ça la journée. Qu'est-ce que je peux ajouter épisodiquement? Vitamine D? Ah oui, pardon, ça c'est à l'année aussi, ouais. Et l'hiver, je charge vraiment. Là, j'ai une prise de sang où on voit que malgré ma supplémentation en vitamine D, je suis dans la fourchette moyenne de Monsieur Tout le Monde, mais
un médecin un peu sportif vous dira que la fourchette du sportif elle est un peu plus élevée pour la Et vitamine D. pourtant, t'en prends combien par jour de vitamine D? Je suis à plus de 2008 là. Ouais, pour moi, t'es encore un peu bas. Oui, c'est ça, et je pourrais encore aller plus haut. D'autant plus que t'as pas vraiment de risque à surdoser la vitamine D. Ouais, bah, ça se stocke quand même dans les lipides, donc je te dirais quand même, prends pas 20 000 billes par jour. Hein. Non, mais voilà, oui, enfin, avant d'aller à 20 000, Ouais. ouais, tu peux y aller quand même. Et au niveau, donc là, on voit que tu manges assez sainement, tu fais attention un peu à ta santé. Est-ce que tu fais des écarts alimentaires? Par exemple, est-ce que t'arrives de bouffer une Ouais, pizza, quatre ouais, fromages? ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, c'est pas trop de mon propre chef, ça, c'est un peu le dilemme que j'ai en ce moment. C'est que ce qui me limite aujourd'hui, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même mon activité professionnelle parce que je suis speaker sur des événements sportifs. Donc, je suis au départ avec le micro, je suis à l'arrivée avec le micro, je fais les podiums, etc. Donc, non seulement je suis debout toute la journée, je brasse, des fois, ça a un boulot de nuit, hein, parfois. Bon, après, t'es payé en conséquence, hein, donc il faut pas non plus se plaindre. Mais par contre, à un moment donné, t'as un bénévole, il va t'amener le plateau repas, tu vois, et ça va être des pâtes avec du fromage râpé. Ça va être un gros sandwich avec du beurre et du jambon. Donc en fait, des fois, pendant 2 jours, je vois pas de légumes, tu vois. Alors j'amène toujours, tu sais, 2-3 carottes que je mets dans la portière de ma voiture, puis tu les manges. Bon, tu bricoles un peu comme ça, mais et puis tu vois, le bénévole, il a 60 ans, il t'amène le plateau repas, il allait le chercher à la tente. Si tu lui dis non, j'en veux pas parce que je mange pas de gluten, il va pas comprendre. Tu vois, il va être un peu choqué. Je pense que c'est dur de négocier là-dessus. Donc je dis tant pis. Je me plie aux coutumes de la course. Ce qu'on m'amène à manger, je le mange. Pareil, moi, je suis pas végétarien, mais j'essaie de manger assez peu de viande. J'essaie de manger ce qu'il me faut pour être bon au niveau du fer, etc. Donc, en général, pour moi, c'est 2 à 3 belles portions de viande par semaine. Et puis, on va m'amener du poulet sur le plateau repas. En plus, je sais pertinemment que ils l'ont acheté le moins cher possible, tu vois. Donc, c'est très, très mauvais poulet. Moi, je vais le manger. Je vais pas faire du cinéma. Mais de toi-même, est-ce que tu vas manger des... Mais après, quand je suis chez moi du lundi au vendredi, là, par contre, c'est hyper strict. Ok, il Ah ouais, là, il n'y a pas d'écart. n'y a pas d'écart. Non. Ou alors, si, parfois il peut y avoir un écart, mais en général, le jour où il y a un écart de mon propre chef, c'est parce que c'est une semaine où je n'ai pas travaillé. Comme là, l'hiver, je travaille très très peu. Enfin, en tant que speaker, hein, je travaille chez moi. Et du coup, j'ai pas eu l'écart du week-end, tu vois. Et j'ai eu un gros entraînement, tu vois. Et je rentre, je suis allé courir avec un copain parce que j'en avais un peu marre de courir tout seul. Et puis, ouais, il y a peut-être une demi-heure de route. Je prends un petit flan à la boulangerie au passage, tu vois. Voilà, des trucs comme ça. Petite part de flan. Ouais. C'est bien compact, ça. Ah ouais. Ouais, j'aime bien aussi, mais ça fait longtemps que je n'avais pas mangé. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ouais, ça m'arrive aussi régulièrement. Et quand c'est moi qui prépare à manger à la maison, c'est très très strict. Dans mon placard, tu trouveras vraiment rien de... Ah, tu trouveras rien, ouais. Est-ce que c'est un objectif pour toi de passer professionnel, entre guillemets? Eh ben, c'est une question que, tu vois, j'ai commencé à me poser parce que chaque année, je gagne 1 heure sur l'UTMB. Au bout d'un moment, on va arriver à une limite, hein. Peut-être pas. Donc là, cette année, l'objectif, c'est de gagner 1 heure, d'arriver à 22h30. Quand je vois ce que j'ai fait l'an passé, je vois très très bien ce que je dois faire pour y arriver. Ça me paraît pas insurmontable. L'an prochain, en 2024, il faudra que je mette 21h30. Ça va Là, commencer, là, là. ça devient sportif. Là, ça devient chaud. Et je pensais que c'était impossible. Je me dis, Hugo, c'est un niveau physique que tu pourras pas atteindre. Et en fait, en 2022, j'ai un copain qui a mis 21h37. Je me suis dit, putain, lui, il a fait ça. Et pourquoi moi, je pourrais pas le faire? On s'entraîne ensemble, et de ce qu'il m'a dit, il a vécu un jour de grâce. Tu sais, il est parti, il a fait 3 foulées, et il s'est senti tout léger. Et tout allait bien jusqu'au bout. Il a eu aucun pépin. Ça, c'est très très rare en ultra trail. Il a jamais eu soif, il a jamais eu faim, il a eu de l'énergie tout le long, c'était incroyable. Paf, 21h37. Je me dis, putain, mais s'il l'a fait, je peux le faire. On a le même physique. À moi de tout mettre en place pour y arriver. Donc là, et après 2024, l'objectif, c'est de gagner 1 heure et d'arriver à 20h30. Là, je fais, ah bah non, là, c'est pas possible. Donc là, il faudra que je fasse un changement majeur. Le seul que je vois, c'est de devenir professionnel de mon sport. Parce que tu disais que tu étais ingénieur avant, En 2016, j'étais ingénieur. et ensuite, Ça, c'était très confortable. T'es assis toute la journée, tu fais rien. Oui, mais est-ce que c'était conciliable avec le fait de s'entraîner comme tu fais aujourd'hui? Oui, Ça aurait été conciliable. ça aurait été conciliable. Alors pourquoi t'as arrêté? Parce que mon CDD s'est terminé
Et en fait, ils me l'avaient pas dit. Ils m'ont dit que j'allais avoir un CDI. C'était pas vrai. Donc, quand mon CDD s'est terminé, je me suis retrouvé sans rien, en fait. Et du coup, j'étais sur le marché du travail. Alors, il a fallu refaire un CV, une lettre de motivation, saloperie. Les envoyer à des boîtes, enfin, déjà chercher des offres d'emploi. Il s'est passé au moins 2 mois, tu vois, avant d'avoir les premiers rendez-vous. Et entre-temps, je me suis dit, putain, mais il y a un gars que je vois souvent au micro sur les courses. Il doit être payé, c'est pas possible. Je l'appelle, parce que moi, j'ai besoin des réponses tout de suite. Et il me dit, bah bien sûr, je suis speaker, c'est un vrai métier, en fait, je fais ça toute l'année, tous les week-ends et tout. Je dis, putain, mais c'est génial. T'es payé à... En fait, je voyais que les bons côtés du métier. Et après, ouais, en fait, tu te rends compte que, ouais, en fait, c'est super long, t'es debout toute la journée. Quand il fait froid, t'as froid. Quand il fait chaud, t'as chaud. Quand il y a un départ à 3 heures du matin, bah, tu dors pas. Donc, il y a des bons côtés. C'est-à-dire que tu travailles pas beaucoup, quand même, dans la semaine. Et les mauvais côtés, c'est que je pense qu'à long terme, ça joue sur ta santé. Un peu comme quelqu'un qui ferait les 3-8 à l'usine. Et du coup, ouais, je pourrais me débarrasser de ce travail en 2025 pour me focaliser sur ma pratique pendant peut-être 3-4 ans, tu vois, pour pousser le truc à fond. Et puis, Parce qu'à côté de ça, tu animes aussi un Patreon. Donc, qui est assez actif. Donc, t'as ton podcast, le podcast, comment il s'appelle ton podcast? C'est à ton nom? Ouais, le podcast de Ferrari. Ouais, t'as fait comme moi au début, quoi. J'ai pas trop pris la tête. Comme moi au début. Maintenant que ça s'appelle Leadercast. Et donc là-dessus, pareil, t'as une grosse communauté. Tu fournis du contenu en plus pour ceux qui sont abonnés, qui te soutiennent. Ça consiste en quoi, ce Patreon? Qu'est-ce que tu fais exactement dessus? Il y a le podcast gratuit du mercredi, qui est pour tout le monde sur SoundCloud, Spotify, comme ton Leadercast, qui est très très bien d'ailleurs. Même si j'étais triste quand t'étais pas là toutes les semaines. Là, ça va, t'as repris un bon. Ouais, là, c'est bon, là, t'inquiète. Et après, sur le Patreon, donc là, c'est ceux qui choisissent de payer. Alors, c'est 5 euros par mois. Bon, 6 en réalité, parce que vous payez une taxe, je sais plus laquelle. Ouais, il y a une je pense qu'il y a une TVA. C'est la TVA, 20%, ouais, c'est ça. Donc, si vous choisissez de payer, vous atterrissez sur mon Patreon. À ce moment-là, le lundi, vous avez une revue de presse, qui traite de tout ce qui s'est passé dans le milieu de la course à pied le week-end. Et maintenant que j'ai plus de 500 abonnés, je fais un petit audio aussi le lundi. Avec un coureur, voilà, faire le point avec lui. Le vendredi, vous avez ce que j'appelle l'article intelligent, qui peut aussi être un audio. Alors, ça va parler de tout et n'importe quoi. Des fois, je peux aller interviewer un ostéopathe sur pourquoi il fait ceci, cela. Des fois, je peux aller interviewer un coureur très connu. Parce que la force du Patreon, c'est que ça me donne de l'argent. Du coup, je peux payer mon intervenant des fois. Quand c'est quelqu'un de très peu disponible, je lui dis, ouais, mais si je te donne 200 euros, tu m'accordes quand même 1 heure de ton temps. Et il dit, ah ouais, là, ouais, j'ai un créneau. C'est normal, hein, c'est des gens très sollicités parfois. Je peux aussi payer quelqu'un pour qu'il écrive un article pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne suis pas préparateur mental, mais j'ai proposé sur mon Patreon 5 articles sur la préparation mentale. Parce que j'ai dit à un préparateur mental, eh ben moi, je pense qu'il faut faire tel sujet, tel sujet, tel sujet. Toi, t'es calé dessus, est-ce que tu peux me le rédiger? Et il m'a dit, oui, bah, je te demande ton argent, etc. Paf, hop, je le paye, il me donne l'article, c'est réglé. Donc, le vendredi, il y a un truc intelligent à se mettre sous la dent. Un coup, j'ai aussi parlé de ma relation avec un de mes sponsors. Donc là, tu te livres, par exemple, Altra, ils me sponsorisent depuis 2017. Chaque année. Altra, qui est une marque de chaussures. Marque de chaussures. Ouais. Qui fait des chaussures minimalistes, mais avec de l'amorti. Voilà. Donc en 2017, il m'avait donné 5 paires de chaussures. Aujourd'hui, il me donne une certaine somme financière à l'année, plus une quinzaine de paires de chaussures. T'as 15 paires de chaussures? Ouais, je leur dis, ça sert à rien, mais ils veulent quand même m'en donner 15. Bah, dis-leur que tu fais du 46. Ouais, non, mais ils m'ont dit, ils sont très très gentils. Ils m'ont dit, écoute, Hugo, si tu veux prendre des chaussures qui sont pas à ta pointure pour donner à ta famille, etc., tu peux. Très cool. Ouais. Bah, je fais du 46 si jamais. Ouais, mais ma commande, elle est en mars. Je penserai à toi. Et alors donc, t'as le travail de speaker, t'as le Patreon qui est quand même pas mal de boulot, et en même temps t'as des sponsors qui donnent un petit peu d'argent. Donc là t'as Altra qui était les chaussures. Qu'est-ce que t'as d'autre? Baou me donne de l'argent en plus de me donner des bars. Alors c'est tout nouveau. Des bars ou des purées? Des bars ou des purées, ouais. Nolio me donne un petit peu d'argent parce aussi. Que tu animes leur podcast pendant une saison. Tu as fait là une semaine sur 2. Alors leur podcast c'est différent en fait. Ils me payent parce que ils payent un speaker pour leur podcast. Donc là c'est moi. Et l'argent qu'ils me donnent c'est en tant qu'ambassadeur Nolio pour parler de la plateforme des gens quand on me le demande. Ok. Faire quelques posts, mais c'est dur de faire des photos d'un site internet. Ouais, mais après de l'appli, moi là, je trouve que l'appli est pas mal. Bah, j'étais passé, tu m'as interviewé sur le podcast Nolio. Donc moi, je suis plutôt un fan entre guillemets du podcast Nolio. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Donc, tu vas adorer la saison 2. J'espère. On pose des vraies questions. Donc secret d'endurance maintenant, ça s'appelle. Ouais.
Ça fait. Donc, Nolio, t'as quoi d'autre? Baou, Nolio, t'as Nutriting qui te donne des compléments? Ouais, il me donne tous les compléments que je veux à l'année. Tiens, par exemple, du coup, là, je suis en train de tester l'ashwagandha, là, Oui, qui apparemment, pour l'endurance, est intéressante. Donc, ça peut se je ferai un retour dans 2-3 mois. Ça peut se discuter. La montre, est-ce que c'est un sponsor? Tout à fait. Suunto, depuis cette année, donc c'est tout nouveau, me donne la montre. J'espère que dans un futur proche, ils me donneront un petit peu d'argent avec. Mais, si je fais un top 10 à l'UTMB, je sais exactement combien je pourrais leur demander. Donc, tout ça, c'est corroboré aux performances que tu fais. Ouais. Et puis, ma communication. Voilà, ce que je veux dire. Est-ce que c'est corroboré à ton influence sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de marques. Je suis un athlète qui prend vraiment beaucoup de temps pour ça. Voilà, c'est corroboré ton nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, à comment tu animes, tout ça. Donc, toi, c'est plus les perfs ou la communauté ou c'est les deux? Comment ça fonctionne? En fait, c'est là où les gens ils font l'erreur à chaque fois. Ils parlent que des perfs ou que de la communauté. Tu vois, ils disent ouais, on a filé des chaussures à un influenceur ou ouais, moi je suis super bon mais j'ai pas de contrat. Et je dis mais oui, mais en fait il faut mélanger les deux. Faut mélanger les perfs parce qu'à un moment donné, en fait n'importe qui dans la rue, quand il regarde le sport à la télé, ce qui l'intéresse c'est le premier. Toi, il s'en fout du mec qui fait 4e, ça l'intéresse pas. Alors, sauf si tu le connais. Par convention sociale, on dit ouais, mais j'aime bien, il a du mérite. On s'en fout en vrai. Moi, je le vois quand j'anime une course. Il y a du monde pour le premier et progressivement les gens ils partent. Ils s'en foutent après. Et donc ouais, les perfs c'est important. Et puis après il y a la manière de vendre tes perfs, tu vois. Parce que si tu fais des super perfs, mais que personne n'en parle, bah personne ne sait que t'as fait des super perfs. Tu fais des belles photos sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Alors tu vois. Dès que j'ai l'occasion d'être avec un photographe, j'en profite un peu, on s'arrange entre nous, il me fait des belles photos, tout ça. Bon, des fois après je le paye carrément. Et je les publie, après je fais un peu comme toi, des fois je publie celle de l'année d'avant, tu vois. Oui, mais si t'as du stock. Et oui, j'ai du stock, ouais. Et j'ai un emploi du temps en fait pour toutes mes publications. Ok, mais ça c'est sa conjointe qui gère, non? Non, je fais tout seul. Ah, moi je crois que c'est elle qui gérait un peu. Ah non, elle veut pas toucher à de mes affaires. J'ai compris qu'elle gérait un peu. Non, on s'était posé un peu la question, puis moi j'ai une communication très particulière, très franche, qui le distingue des autres quand même. exagérément incisive, tu vois, c'est un peu fait exprès, qui sans arrêt pour choquer un petit peu, mais dans le bon sens du terme, c'est pour te faire réagir et te pousser à te poser des questions, tu vois, plutôt qu'à chaque fois dire aux gens ouais t'as raison, caresser dans le sens du poil et tout. Et du coup, il y a que moi qui peux le faire parce que c'est un peu dur à doser, tu vois, quand tu t'adresses à des gens. Tu peux les bousculer un peu, mais il faut pas être insultant non plus. Il faut. Est-ce que là, aujourd'hui, tu pourrais vivre que de tes sponsors? Non. Je pourrais vivre que de mon Patreon et de mes sponsors. Ok, donc t'es corroboré pour l'instant à produire du travail à côté. Oui. Mais je pense que même le jour où j'arrête d'être speaker, parce que je dis voilà, pendant 3-4 ans, je vais me donner la chance. En plus, j'aurai peut-être à peu près 35 ans, donc je pense que c'est la maturité où je suis prêt à le faire. Par exemple, j'avais voulu être cycliste pro quand j'avais 20 ans. Ça s'est pas bien passé pour tout un tas de raisons, en fait. Tu sais, tu découvres la vie. En immobilier, t'es une buse. Tu perds tout ton argent. Enfin, tu fais des conneries. On peut en parler de ça après. Et du coup, j'étais pas du tout prêt, à moins d'avoir du talent pour être professionnel. Là, aujourd'hui, toutes les erreurs, je les ai faites, tu vois. Les blessures, c'est bon, je les ai toutes faites. Le surentraînement, je l'ai fait. Toutes les conneries, je les ai faites. Donc maintenant, je suis prêt à être pro, je pense. Et j'ai du patrimoine aussi pour assurer les arrières, tout ça. Donc ouais, je pourrais mettre de côté ce métier d'animateur. Après, c'est un métier, tu sais, c'est un métier très humain. T'as une relation avec l'organisateur. C'est pas juste, tu viens, tu parles, tu prends le chef, tu pars. Et puis tu rencontres des gens. Ouais. Là, j'ai envie de te dire, sinon t'es tout seul chez toi. Donc c'est à faire ton Patreon. très très dur de leur dire ouais, mais ta course là, je vais pas l'animer l'an prochain. Le mec va être vachement déçu, tu vois. Donc, oui, mais en même temps, ça te fait voir du monde, sinon t'es tout isolé. Il faut lui apporter une raison. Et c'est pour ça que quand je vais atteindre mon meilleur niveau, j'espère, en faisant 21h30 en 2024 sur l'UTMB, moi, mon truc, ce sera de dire derrière, bah écoutez les gars, là j'ai fait, franchement, je peux pas faire mieux. Et pour faire mieux, la seule option, c'est de me laisser tranquille sur mon lit, quoi. Donc je vais mettre de côté ce job. Promis, je reviendrai. Regardez, j'ai des contacts, speakers, des petits jeunes qui ont les dents longues, qui veulent venir. Ils ont la patate et tout. Ils vont vous animer la course. Il y a pas de problème, ça va être super. Et ouais, ce serait la seule solution. On parlait. Et par contre, le Patreon, je le garderai parce que, comme tu dis, il faut un aspect social. Ben oui,
là, on a parlé de l'entraînement, comment ça se faisait, on a parlé de l'alimentation, comment tu vivais. Est-ce que, tu sais, la mode en ce moment, c'est la préparation mentale. Toi, je sais que pareil, tu es suivi par un médecin, on en parlait juste avant. Est-ce qu'il y a des choses que tu mets vraiment en place et que tu es suivi par un kiné régulièrement, un ostéo? Non. Qu'est-ce que tu mets en place à côté de l'entraînement pour, on va dire, essayer de mieux performer? Bah moi j'ai lu tous les livres de Christophe Cario que tu connais bien. Bien sûr. Donc tous les automassages, les étirements, que ce soit dynamique ou statique, suivant ce que tu as besoin certaines journées. Les mobilités articulaires que tu t'en parles souvent aussi. Ça pareil, j'y fais quasiment tous les jours. C'est très rare que je les rate. Donc ça j'y passe du temps. Hein. Je pense que ça représente facilement entre 1 et 2 heures par jour. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai aussi, tu sais, les bottes de compression, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut chez moi. Ah ouais, donc tu fais beaucoup de choses pour ta récup. Ouais. Ouais, de plus en plus. En fait, mon volume, il a presque diminué un peu avec les années. Mais c'est là où j'ai compris qu'en fait, ça se jouait dans la récup maintenant. Parce que pendant plein d'années, je me suis dit, ouais, mais du coup, je vais mettre le réveil plus tôt pour pouvoir m'entraîner plus et tout, j'aurai plus de temps dans la journée. Et en fait, au bout d'un moment, tu les assimiles pas, les heures. Donc c'est dommage parce que tu fais plein d'heures d'entraînement, mais tu les assimiles pas. Du coup, c'est vrai que maintenant, je bosse plus la récup. Alors, le kiné, j'y vais pas trop parce que c'est un peu chiant, tu sais, faut se déplacer, faut aller chez lui, faut prendre rendez-vous. Donc, en général, quand j'ai un souci, exemple, je vais courir, merde, je me tords la cheville, tu vois, c'est embêtant. Je vais voir le kiné pour qu'il me fasse un petit bilan et me dire, ah, bah, tu l'as tordu comme ci, comme ça. Du coup, ça va prendre tant de temps, faut que tu fasses tels exos de mobilité, etc., etc. Et puis, reviens me voir dans 10 jours, on refait un bilan, et puis voilà. Et à chaque fois, tu sais, je repars avec des exercices nouveaux pour la prochaine fois. Alors, t'as des gens, ils vont chez le kiné comme ils vont regarder la télé, tu vois, donc ils foutent rien, en fait. C'est pour ça que t'as plein de kinés qui dépriment, parce qu'ils donnent des exercices, les gens, ils font pas. Donc, le kiné, j'y vais à titre consultatif quand j'ai un problème. Et l'ostéo, j'y vais, par contre, là, j'y vais à titre préventif. Parce que ma posture, quand je suis animateur, elle part un peu en couille, hein, au fur et à mesure de la journée quand je suis fatigué. Pas mal d'heures de voiture pour les trajets, pour aller animer les courses. Ce qui fait que j'ai pas mal de blocages qui reviennent un peu dans le dos de temps en temps. Donc, ouais, l'ostéo tous les 2-3 mois, à titre préventif. Et je suis allé chez le préparateur mental en 2021, j'ai fait 10 séances. Alors? Il m'a pas appris grand-chose. Il m'a quand même donné 2 astuces. Qui sont? Mais le reste, je faisais beaucoup tout seul. Il m'a permis d'identifier les moments où... Alors, l'ultra-trail, c'est une course très longue. Et il m'a permis d'identifier les moments où tu sais, tu te relâches. Dans ta tête, tu penses plus à la course. Tu penses à, ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine et tout. Et là, en fait, tu le vois pas, mais au lieu de courir à 11 km/h Ouais, tu ralentis d'un coup. tu cours à 10 km/h. Et si ça dure 1 heure, eh ben, t'as beaucoup perdu de temps, en fait. Donc, il m'a permis d'identifier les moments où je me démobilise. Et du coup, alors, le but du jeu, c'est pas de se dire, ouah, vite, il faut que j'accélère. C'est de se dire, oh putain, attends, je me déconcentre là. Donc, je me remets dedans, je reprends une allure un peu plus courte, etc. Donc, il m'a permis d'identifier ça. Et il m'a permis d'identifier, c'était quoi le premier truc qu'on a vu? Ah putain, je sais plus. Ah, quand je me laisse pervertir un peu, tu sais, par tous les réseaux sociaux, tout ça. Quand tu regardes ce que font les autres et que ça te démotive? Ouais, exactement. Ça te démotive? Ah ouais. Bah, de moins en moins, mais c'est vrai que tu te fais quand même piéger, hein, de temps en temps. Tu le sais, des fois tu le sais, mais tu regardes quand même, tu vois. Ah, bien sûr, Et là, tu perds du temps. Tu passes, des fois, tu passes 20 minutes sur ton téléphone, tu te dis, mais concrètement, qu'est-ce que j'ai fait en 20 minutes? Rien. Putain, j'ai perdu 20 minutes. J'aurais pu faire des mobilités articulaires, merde. Donc ça, j'essaye de couper le plus possible. Mais c'est une dangerosité absolue. Alors, du coup, il m'a mis des trucs. J'essaye de couper mon Wi-Fi à 20h. Je débranche la prise. Ok. Paf. Pour de vrai? Ouais. Et t'y arrives? Quasiment tous les jours. Balèze. Ouais. Et tu redécouvres la vie, hein, c'est incroyable. Après, un autre truc, alors j'y arrive pas, c'est par exemple l'autre fois, je suis rentré, j'anime un match de rugby, je suis rentré à 11h, j'en avais plein la tête et tout, j'ai eu un besoin impulsif, tu sais, de consulter une demi-heure de réseaux sociaux, tu vois. Sinon, ça brassait dans ma tête pour dormir, ça m'a fait du bien. Et donc là, t'as le médecin aussi là que tu m'as parlé, Samuel, avec qui te suit sur analyse de sang, mais assez poussée. Ouais, une très très grosse prise de sang, très coûteuse, hein, quasiment 300 €, une par an, et puis 4 à 5 beaucoup plus légères dans l'année. Pour vérifier. Le taux de fer, surtout, le taux de fer. Ouais. Des fois, t'es un peu bas. Dans l'année, ouais, c'est ça qui joue. Après, la grosse prise de sang annuelle permet de réorienter la nutrition avec le médecin, parce que lui, il pourrait presque être nutritionniste, tu vois, Samuel. Mais du coup, il dialogue vite fait avec Seb, il se passe un coup de fil, il discute 5 minutes, et Seb, il réoriente toute la nutrition derrière.
Ok. Par exemple, l'an passé, non, il y a 2 ans, j'avais fait le bilan, tout était bon. Le seul truc qu'il m'a dit, c'était de manger 20 grammes de noix de macadamia tous les midis, quoi. Ouais. Voilà, c'était le seul truc à faire parce que j'avais un acide gras, je sais plus lequel, qui était un peu bas. Il m'a dit, ouais, tu peux le remonter un peu en faisant ça. Et c'était vu à l'année suivante. Non, parce que j'ai oublié de la faire l'an passé. Donc je la ferai cette année. Allez, 300 balles quand même, Rudy. Non, mais je sais, non, mais moi, ça m'intéresse, ces trucs-là, justement, Ouais. de voir. Non, mais on verra cette podcast. année si ça a porté ses fruits. Le podcast. Et j'arrive au bout de mes questions. Oh, déjà? Est-ce que toi, tu avais des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés? Je t'ai pas trop parlé de mes repas parce que je t'ai parlé que des petits déjeuners. Après, il y a le repas du midi où je prends pas de glucides. Si je me suis entraîné, je peux prendre une assiette de riz qui va aussi entre 60 et 120 grammes de riz pesé cru. Il y a toujours les légumes, les protéines animales, toujours après l'entraînement. Et le soir, même si je me suis pas entraîné, je prends quand même un peu de riz. Au moins 60 grammes. Super. Ben oui, mais moi, je suis tout Au moins- petit. Je suis tout petit par rapport à toi. Et si je me suis entraîné, ben, on va monter à 100, 120 grammes. Si je me suis entraîné, je vais reprendre des protéines animales. Et ta collation, ce serait quoi dans l'après-midi? Tu me dis 4 repas? Ah ouais, le goûter, ouais. C'est 50 grammes de noix. Ça peut être des amandes, ça peut être des noix de cajou, des noix de Grenoble, des noisettes. Un mélange des 4. Les super oléagineux, ça peut être intéressant, ça peut repartir en voyage. Une banane, ou une pomme, un fruit, quoi. Et 2 carreaux de chocolat noir. 90%, attention. Hein. Ouais, tu manges pas beaucoup. Hein. Par contre, pareil, si j'ai eu mon entraînement dans l'après-midi et que je suis rentré, là, on va ajouter des glucides. On peut ajouter un yaourt de chèvre avec un peu de miel, dedans des flocons, sarrasin, avoine, ou les petites crêpes, un œuf, 35 grammes de farine de sarrasin, un peu d'eau. Voilà, ça fait 2-3 crêpes. Dessus, on met une petite purée de chocolat. Ça, mon partenaire, il en fait, elle est très bonne. Un peu de miel. Ok. Ouais, je pensais que tu mangeais beaucoup plus, hein, pour te dire. Je pensais que tu mangeais vraiment comme un malade vu tes sorties de 2, 3, 4 heures. Oui, mais parce que, tu vois, dans la semaine, tu as toujours des jours où il y a assez peu d'entraînement. Oui, non. Et en fait, sur ces jours-là, je mange quasiment pareil si je me suis beaucoup entraîné la veille. En fait, je vais recharger sur 2-3 jours plutôt que faire le bourrin sur un repas. Ouais, mais je suis en train de compter. Tu dois manger 2500 calories, tout casser. Allez, 2006. Non, plus certains jours, oui, mais ça passe les 3000 et ça va jusqu'à 3005 quand même, des fois. Ah! Ouais. Ah, des fois, tu manges plus que ça, alors. Ouais, des fois, les lipides, ça y va quand même un peu. Ok, ouais, c'est j'allais dire. En fait, souvent, mon nutritionniste me dit qu'une fois que j'ai mangé mes 120 grammes de riz, il me dit, mais arrête ton repas ici, te gave pas comme un cochon. Ce que tu fais sur ta collation, tu en rajoutes un peu, tu reprends un peu de noix, ou même, c'était pas un repas, mais à 15h, t'as un peu faim, tu mets un peu de noix, un petit carreau de chocolat noir, tu vois. Ok, Voilà. Plus les lipides. ok. Bah, pour moi, c'est bien clair. Ça m'a bien éclairé sur la vie d'un ultra-trailer semi-professionnel. Ouais, on peut dire ça, parce que c'est vrai que le métier de speaker, on va dire qu'il me prend 50% de mon temps. Bah, t'es semi-pro parce qu'au final, t'es obligé aujourd'hui, tu ne vis pas de tes performances, mais aussi du contenu que tu crées. Surtout du contenu que tu crées. Et donc, de ton métier, d'une part de speaker, qui est la création de contenu pour moi, parce que quand même, faut animer, faut se renseigner, c'est pas facile. Et toute la création sur Patreon, qui fait que les gens te soutiennent par rapport à ton podcast, qui est la création de contenu aussi, et qui s'abonnent ensuite pour avoir du contenu en plus. Et on n'a pas parlé, mais il y a aussi cette histoire de vêtements que tu vends. Ah oui, tout à fait. Avec quelques-uns de mes sponsors qui sont soit Made in France, soit Made in Europe, on propose des vêtements avec mon petit logo Duc Army, soldat du Duc, parce qu'il y a un peu tout ce délire autour de ça, Duc de Savoie. J'avais fait une blague en 2019, c'est parti de là. Et du coup, ouais, j'ai un petit site de e-commerce, mais beaucoup axé sur l'humour, tu vois. Alors les gens, ils achètent, soit parce qu'ils ont envie de me donner de l'argent, voilà, mais sans me faire un virement PayPal, tu vois. Ouais. Soit parce que je les vends à un très très bon prix, hein, je marge assez peu là-dessus, donc ils se disent putain, c'est l'occasion d'avoir un super truc de qualité, pas très cher. Soit parce que ils veulent s'identifier, tu vois, sur le Patreon, c'est les mêmes codes couleurs, etc. Ils veulent s'identifier à ça. Par exemple, mes chaussettes, donc de la chaussette de France, qui sont faites à 3. Il y a le petit logo du Carmi dessus et tout. Et des fois, c'est déjà arrivé que des patriotes en compétition les portent et doublent un mec qui a des chaussettes, tu vois. Ils font, oh putain, mais ça doit être un patriote et tout. Alors après, les mecs, ils discutent et ils se rencontrent, tu vois. C'est des super moments de vie. Comment ça marche, là? C'est toi qui fais les colis? Oh ouais, j'adore. Ça, je mets un petit mot et tout, je me régale.
Un peu comme toi, tu dédicaces des livres. Ouais, bah, hein. comme tu vois, là, les Ouais. enveloppes, là, que je vais faire après. Alors moi j'ai pas de livre, mais du coup Pour j'ai l'instant. des. Alors je coécris, donc c'est un peu le problème. Mon coéquipier est pas ouf. Et alors du coup je fais des petites cartes dans les colis, ouais, je me régale. Bah, cool. Comme toi, j'ai subi les augmentations de Colissimo. Ouais, bien sûr, bah, ça fait qu'augmenter. 10% par an. C'est dommage de pas pouvoir investir dessus. Mais puis, bah, tu verrais, si tu faisais des livres, que le prix, à chaque fois que tu recommandes des livres, ça augmente aussi, je crois que ça a presque doublé, là, depuis que je fais des livres. Donc c'est la folie. Hugo, s'il y en a qui veulent, te suivre, te contacter, Partout. le plus simple. Ouais, le plus simple. Je sais pas. Instagram, peut-être. Donc, qui a ton nom? Non, j'ai mis UUG et 4 O. Ok, mais Ouais. si on tape Hugo Ferrari, on va tomber dessus? Ah ouais, vous allez tomber vous tapez Hugo Ferrari dans Google, vous allez trouver au moins un truc pour me contacter. Il y a Facebook, il y a tout. Il y a TikTok maintenant. Ah oui, tu t'es mis sur TikTok? Ouais, avec une professionnelle pour m'encadrer. Bon. Ça marche du tonnerre pour l'instant. Histoire à suivre. Merci encore, Hugo, pour son temps, et, de toute façon, on se tient au jus, pour pas mal de projets. Ouais. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple, mais également sur Spotify. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.